Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Le plateau est toujours au complet avec nos invités, Sadek Hadji, Bouchra Bayed et de notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. L'actualité économique à présent, le volume moyen des opérations interbancaires dans la zone UEMOA s'est établi à 233,4 milliards de francs CFA en novembre 2016 contre 191,2 milliards en octobre 2016, soit une hausse de 22,1%. Les détails avec Omo Kalsomba. Le marché interbancaire de l'UEMOA a enregistré une hausse de ses transactions au dernier trimestre de l'année 2016. Les opérations bancaires sont passées à 191,2 milliards de francs CFA au mois d'octobre à 233,4 milliards de francs CFA en novembre 2016. Selon un rapport du FMI publié en mars, la politique monétaire régionale est restée accommodante. Le taux directeur demeure inchangé à 2,5% depuis septembre 2013. Le crédit au secteur privé a progressé de près de 14% en 2015 en dépit de la situation sécuritaire fragile dans certains pays membres. La zone UEMOA, un peu comme l'Afrique de façon globale et le monde entier, connaît depuis les années 1990 et plus précisément dès 2000 une situation marquée par le e-commerce, le e-banking et donc tout ce qui a rapport avec l'Internet dans le commerce. Il faut dire aujourd'hui que le système bancaire classique est en train de montrer ses limites et donc le système économique fait taper un nouveau look en termes de monnaie électronique. Entre 2014 et 2015, le taux moyen de bancarisation de la zone UEMOA est estimé à 14,83% selon la Banque mondiale. La Côte d'Ivoire enregistre le taux le plus élevé, dépassant les 20%, suivi du Togo 19,61%, du Bénin 17,05%. Le Niger est le pays dont la population est la moins bancarisée au sein de l'UEMOA, avec un taux de 4,89%. Quand vous prenez le cas du Niger, le Niger aujourd'hui a la traîne parce que véritablement son économie ne respire pas. Les opérateurs économiques dans ce pays-là ont encore du mal à s'offrir un certain nombre d'exemples, tels que par exemple la sécurisation donc, de leurs avoirs, la sécurisation des finances. Ce n'est pas encore une réalité dans leur culture. Les gens ne continuent pas à garder de l'argent dans leur portefeuille. Les gens ne continuent pas à croire que le billet de banque leur appartient, alors que c'est un billet de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc il va falloir que les États travaillent donc sur le système financier pour pouvoir sensibiliser. Le taux moyen de rémunération des dépôts de la clientèle s'est établi à 5,20% en novembre 2016 contre 5,09% au mois d'octobre. Toutefois, des mesures s'imposent pour consolider les mécanismes de transmission monétaire. Cela nécessitera l'amélioration de la gestion de la liquidité, l'approfondissement des marchés financiers et le renforcement des opérations bancaires dans la zone UEMOA. Jean-Marie, cette performance est un signe supplémentaire du dynamisme de cette zone UEMOA. C'est un signe supplémentaire, on en parle souvent sur ce plateau. Quand on fait la comparaison entre la CEMAC et l'UEMOA, on s'aperçoit tout simplement que c'est une zone qui est beaucoup plus dynamique. Là, vous avez une ouverture qui est faite par rapport aux nouvelles créations d'entreprises. Le fait que vous ayez des crédits qui aient eu cette augmentation-là, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que de plus en plus des banques commerciales s'ouvrent au financement des projets locaux en tant que tels. Depuis très longtemps, on a déploré une position ici, là, sur ce plateau, c'est que tous les projets des Africains ne sont jamais financés, si vous voulez, de manière interne. Vous avez des banques qui sont en surliquidité et à partir de là, vous avez des projets qui ne sont pas mis sur pied. Tout simplement pourquoi? Parce que les banques commerciales que vous avez en Afrique préfèrent des prêts à la consommation que des prêts pour la production, alors que l'Afrique a besoin de quoi? L'Afrique a besoin de producteurs. Ça voudrait dire que dès l'instant qu'on va former un petit électricien, on va former l'agriculteur, on va former, comment dirais-je, un menuisier, ça crée de la valeur ajoutée interne en tant que telle. Donc pour moi, c'est une très bonne nouvelle dans la mesure où on voit que la zone en Afrique de l'Ouest, ils font tout pour faire tomber toutes les tracasseries qu'il peut y avoir à la création des entreprises. Et les encours des banques suivent aussi, tout simplement. Les encours de crédit vont suivre automatiquement dans la mesure où il y a des perspectives de développement qui sont avérées et qui sont des perspectives qui sont
très promoteuse en tant que telle. Donc à partir de là, cette augmentation-là ne m'étonne pas. Ce que je souhaiterais, c'est que la CEMAC, par exemple, sur laquelle on a parlé, puisque les deux zones, ce sont les deux zones de la zone franc CFA, que la CEMAC puisse, si vous voulez, mettre en place des stratégies économiques identiques à celles qui sont mises en place en Afrique de l'Ouest. Mais comment justement consolider les mécanismes de transmission monétaire dans cet espace UEMOA, puisque ça pose quand même un problème? Au sein de l'UEMOA, ça ne pose pas de problème en tant que tel, si vous voulez graser là. Tout simplement, pourquoi? Parce que vous avez une monnaie unique à l'intérieur de la zone. C'est maintenant, on a toujours déploré le fait que vous avez le franc CFA de l'Afrique centrale qui était inutilisable, si vous voulez, en Afrique de l'Ouest et vice-versa. Donc, moi, je fais confiance, si vous voulez, aux stratégies monétaires qui sont mises en place en Afrique de l'Ouest. Tout simplement, pourquoi? Parce que ce sont des stratégies qui sont des stratégies anticipatives en tant que telles. Puisque la zone aujourd'hui, vous avez un des facteurs les plus importants qui a été résolu, qui est la circulation des individus et des biens. Tout simplement, pourquoi? Parce que vous avez un passeport unique à l'intérieur de la CEMAC, de l'UEMOA. Donc, ce qui fait en sorte que, même au niveau des prêts bancaires, j'ai lu ici et là, c'est que les banques, c'est-à-dire sont disposées maintenant à accorder des crédits sans regarder la nationalité, si vous voulez, des ressortissants ou des porteurs de projets en tant que tels. Merci Jean-Marie. Autre info économique, l'année 2017 s'annonce comme une année charnière. En Côte d'Ivoire, de grands projets d'investissement sont attendus dans plusieurs secteurs. L'agriculture et l'énergie figurent en tête de liste. On fait le point tout de suite avec Siamlo, Victoria Sedi. L'année 2017 s'annonce charnière en Côte d'Ivoire. De grands projets d'investissement dans plusieurs domaines ont été annoncés. Le président ivoirien Alassane Ouattara souhaite surtout dans sa politique de développement pour l'année 2017 accroître le potentiel agricole et porter la croissance économique ivoirienne à un taux de plus de 8% du PIB. Chers frères, chères sœurs, afin de valoriser le travail de nos parents paysans, le gouvernement a lancé des réformes dans les secteurs de l'EVA et du palmier à huile. Malgré l'évolution récente des prix internationaux, nous avons, cette année encore, augmenté à 1100 francs le prix d'achat garanti du kilogramme de cacao. Plus de 1600 localités ont été électrifiées en 2016 pour accélérer la croissance dans toutes les régions du pays. L'électrification sera une priorité pour le développement en 2017. C'est pourquoi les programmes et financements alloués à l'expansion du réseau routier s'accéléreront et s'intensifieront en 2017. Le gouvernement, qui a pour objectif de rapprocher les populations et de faciliter les échanges économiques, a investi 2 000 milliards de francs CFA au cours de ces 5 dernières années pour réhabiliter et développer le réseau routier. Nous venons de lancer un vaste programme de réhabilitation et de développement des voiries du district d'Abidjan qui compte près de 5 millions d'habitants. Les travaux viennent de démarrer dans les communes d'Abobo, de Yopougon et de Koumassi. Ils s'étendront à l'ensemble du district d'Abidjan. La Côte d'Ivoire est le moteur de la croissance économique de la sous-région ouest africaine. Cette position est qu'on la maintenir à travers une politique de transformation structurelle de son économie et un leadership qui accorde une place importante au secteur privé pour un partenariat gagnant-gagnant. Jean-Marie, peut-on dire aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est officiellement sur la voie de l'émergence? Je ne dirais pas que la Côte d'Ivoire est sur la voie de l'émergence, parce que je dis toujours sur ce plateau, l'émergence ne se décrète pas, elle se construit, tout simplement. Pourquoi? Bon, la Côte d'Ivoire est sur la voie de cette construction-là, une construction efficace de l'émergence. Mais il y a encore pas mal de choses à faire. Et je dis toujours sur ce plateau, je ne me contente pas du fait qu'on me présente des taux de croissance de 10-15% dans les pays africains, ça ne représente rien pour moi. J'ai besoin qu'on nous appesantissions sur l'IDH, qui est l'indice de développement humain de l'Afrique. Et c'est à partir de là, si notre industrialisation sert uniquement à l'extérieur et qu'on n'améliore pas le développement des Africains, pour moi, la dynamique, elle est bonne maintenant. Mais maintenant, il faudrait mettre en place des stratégies qui fassent en sorte que la population puisse bénéficier de cette industrialisation vers laquelle la Côte d'Ivoire est en train de partir à pas de géant. C'est quelque chose qui est souhaitable. Vous avez des compétences qui sont là. Le président de la République a une certaine expertise dans les matières économiques. Donc, à partir de là, moi, mon souhait terminal, ce sera en sorte que la croissance favorise le développement économique des Africains et que l'IDH, l'indice du développement humain sur le continent, s'améliore. Qu'elle puisse profiter à tous les Ivoiriens. Monsieur Hadji. Oui, je partage un petit peu ce qu'il dit le reste de la chaîne. Le PIB en lui-même, qu'on sacralise
effectivement, c'est un indice, c'est important. Mais il faut que cet indice corresponde à quelque chose et surtout qu'il y ait une redistribution derrière. 1. 2, il faut que une pérennité d'un PIB assez élevé, ce qui n'est pas le cas. J'ai remarqué par exemple en Côte d'Ivoire qu'il baisse. Il est à 8,5 en ce moment, 8,5. Il était à plus il y a certains nombres d'années. Et pour que l'Afrique s'en sorte, il faut des années et des années d'un PIB à du chiffre. On n'est pas là encore. Hein. Il faut dire quand même que le continent connaît une conjoncture non, mais c'est vrai, je ne dis pas le contraire. Je dis pas le contraire. Mais de là à s'aveugler et à sacraliser un petit peu ce concept de PIB sans qu'il y ait toute une politique derrière, je vais vous dire une chose. On parlait tout à l'heure du Maroc et de la Côte d'Ivoire. Le taux des investissements du Maroc en Côte d'Ivoire a baissé cette année-là. Il est passé en dessous des investissements ivoiriens. Il est à 15%, il était à 29%. Pourquoi? Parce que le gouvernement ivoirien devait faire adopter une batterie de lois administratives pour alléger un petit peu les lourdeurs, pour un petit peu ouvrir plus, mais il n'a pas pu faire ça. Il a au lieu de, je pense, il y a 38 points qu'il devrait adopter, il a adopté 18, il lui faut 20. Et donc, s'il n'y a pas toute une politique derrière le PIB, à lui tout seul ne suffit pas de faire sortir le continent du sous-développement dans lequel il vit. C'est bien, c'est très bien, un PIB à 2 chiffres ou un PIB assez élevé. Mais il faut qu'il soit pérenne, et il faut qu'il y ait une politique de redistribution et une politique économique très, très novatrice derrière. Très rapidement, Jean-Marie. Je voulais tout simplement dire qu'il faut avoir une vision macroéconomique de notre développement africain. Si on a une vision sectorielle des choses, nous n'allons pas loin. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'on se contente tout simplement des indicateurs économiques internationaux qui sont donnés sans aller regarder quels sont les effets, les conséquences sur le terrain de manière pragmatique et de manière pratique. Donc à partir de là, l'Afrique a besoin aujourd'hui, chaque pays africain a besoin d'avoir une vision macroéconomique et non une vision microéconomique des choses. Merci Jean-Marie. Place à présent à notre chiffre du jour. Dans son message à la nation à l'occasion du Nouvel An, le président sénégalais Macky Sall a annoncé une baisse de 10% du tarif de l'électricité, une baisse qui représentera un gain de 30 milliards en faveur des consommateurs. Jean-Marie, cette mesure est le signe d'une nette amélioration de la fourniture en électricité au Sénégal. Nette amélioration tout simplement, pourquoi? Parce que le Sénégal est en train, je loue, c'est-à-dire la politique énergétique que le Sénégal est en train de mettre en place. Tout simplement pourquoi? Parce que le Sénégal a compris, contrairement à la plupart des pays africains, à part peut-être le Rwanda qui s'est dirigé vers là et qui est très très avancé, le Sénégal a compris que ma phrase que je répète souvent ici, c'est que l'industrialisation ne se décrète pas, ou l'émergence, comme vous voulez. Vous pouvez mettre tous les mots que vous voulez derrière. Ça ne se décrète pas, ça se construit. Sans électricité en Afrique, vous ne pouvez pas industrialiser un pays. Tous les pays industrialisés sont partis à base, sur quelle base? Sur la base des politiques énergétiques très très fortes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a permis le développement de la France? La France, si vous voulez, n'ayant pas de pétrole, on s'est tourné vers quoi? On s'est tourné vers le nucléaire. Donc la politique du président Macky Sall en Afrique est une politique à avoir de très très près. Tout simplement pourquoi? Parce que là, nous avons une énergie qui est gratuite en Afrique, à savoir l'énergie solaire. Donc à partir de là, il construit une des centrales qui va permettre à la population sénégalaise de pouvoir se fournir en électricité et favoriser l'industrialisation du pays en même temps. Allez-y. Non, mais je rejoins ce que vous dites. Macky Sall a aujourd'hui obtenu le satisfecit de plusieurs entreprises internationales. C'est important aujourd'hui de suivre il a mis en place des plans d'action qu'il est en train d'appliquer. C'est ça qui est intéressant au Sénégal avec Macky Sall. Il a ouvert des centrales éoliennes, et c'est le cas aujourd'hui du Maroc. Là, il pourrait y avoir un terrain de partenariat avec le Maroc, justement. J'en parle parce que le Maroc, aujourd'hui, a le plus grand parc éolien en Afrique. Et je pense que là, il y a... Comment? Photovoltaïque. Oui, photovoltaïque. Et puis, il a été subventionné par plusieurs bailleurs de fonds et notamment plusieurs entreprises. Aujourd'hui, il est important d'accentuer le point sur
sur l'économie, les énergies renouvelables qui vont porter aujourd'hui l'économie verte en Afrique. Merci. C'est à présent la fin de cette émission. Le dossier du jour de ce jeudi sera consacré à l'offensive panafricaine du groupe bancaire marocain Attijari Wafa Bank. Madame Bouchra Bayed, merci d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes consultante en finance et risk management. Merci d'avoir invité. Monsieur Sadek Hadji, merci également d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes écrivain et journaliste indépendant. Et merci à vous, Jean-Marie, pour votre présence. Bonsoir Mireille, bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'information continue.